Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Marqueur, votre podcast 100% PME et marketing durable. Pourquoi ? Parce que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé de votre PME. Je m'appelle Diane Cantan et je vous propose de vous évader dans cet épisode avec un invité où nous évoquerons sa vision du marketing durable et sa vision de l'avenir des entreprises liées aux enjeux RSE. Pour tous ceux qui ont déjà écouté quelques-uns de mes épisodes, vous savez désormais que j'aborde différents sujets liés à la stratégie et au quotidien d'un DG et ou directeur, directrice, marketing, communication digitale avec le prisme du responsable et du durable. Aujourd'hui, nous évoquons le sujet des achats responsables, évidemment d'une manière plus globale pour l'entreprise, mais aussi en faisant un zoom sur les achats qu'une équipe marketing est amenée à réaliser. Comment bien choisir ses fournisseurs et prestataires ? Quels critères appliquer pour que les achats soient le plus responsables possible ? Et donc, pour répondre à ces questions, j'ai fait appel à quelqu'un qui connaît bien le sujet. Bonjour Marion. Bonjour Diane. Je te laisse te présenter, en tout cas pour nos auditeurs, qu'ils apprennent un peu mieux à te connaître. Bonjour à tous. Merci de m'avoir proposé de participer à ce podcast. Eh bien, moi, je suis entrepreneur. Je suis à mon compte. J'ai monté une société qui s'appelle MCare, Conseil et Formation, et j'accompagne des entreprises à mettre en place des processus sur les achats responsables, à mettre en place leur démarche, à les aider à répondre aussi à des appels d'offres, à définir des critères. Et j'ai une appétence particulière sur les droits humains dans les chaînes d'appro, et j'essaie d'aborder ces sujets le plus que possible à travers aussi la mise en place du devoir de vigilance. Et tout ça, ça fait suite à une quinzaine d'années d'expérience avec un parcours plutôt corporate dans les achats, au sein de grands groupes internationaux dans la banque ou dans le tourisme. Puis comme je suis quand même quelqu'un de très rêveur, très idéaliste, j'ai décidé de me convertir il y a maintenant 7-8 ans dans le domaine de la transition écologique et solidaire. Et justement, par rapport à ton podcast, le point déclencheur, ça a été un appel d'offres sur les goodies où j'ai dû acheter des goodies et notamment du textile l'année du Rana Plaza et où je me suis rendu compte en fait que potentiellement je pouvais peut-être aller à un moment donné acheter un t-shirt à moins d'1 € qui venait de cette usine et que mon fournisseur de l'époque avait beaucoup de mal à me retrouver les certificats d'audit. Donc c'est un peu parti de ça. Mauvaise année là. Voilà. Et à partir de ça, déjà que ça m'intéressait ces sujets, j'ai voulu commencer à me spécialiser sur ces sujets d'achat responsable et ensuite après droit humain et environnement. Et puis on a plein de sujets en commun et en tout cas je t'ai rencontré grâce à Bella et à l'association Point de Mire puisqu'on anime ensemble, ça nous est arrivé, à l'atelier du climat, des ateliers pour sensibiliser les jeunes générations sur l'univers du numérique responsable. Donc c'est un peu notre point commun à toutes les deux, même si moi mon sujet c'est plutôt le market, toi c'est plutôt les achats, mais on a aussi cette dimension transition écologique, sensibilité auprès de la planète et des futurs que l'on a en commun. Alors, si on commence dans le dur sur notre sujet, quelle définition tu donnerais aux achats responsables ? C'est quoi réellement un achat qui est responsable ? Alors, il y a la norme ISO 20400 qui donne une définition officielle qui est un achat en fait dont les impacts environnementaux et sociaux sont le plus vertueux possible et qui limite les risques sur l'environnement. Et cette norme, elle dit aussi que les achats responsables, ils font partie intégrante de la RSE. Donc ça, c'est la définition officielle qui a été négociée. Il y a d'autres prismes que ça, parce que finalement, les achats responsables, pour moi, il y a plusieurs volets. Il y a le volet produit. Qu'est-ce qu'on achète ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit ou pas ? Donc ça, c'est un achat responsable déjà. Il doit vraiment poser la question du juste besoin. Et c'est aussi ce que dit cette norme, mais c'est primordial. Et puis après, il y a tout le volet procédural. Est-ce qu'il y a des critères ? Comment j'achète en fait finalement ? Et après, il y a tout un volet lié à la relation auprès de qui j'achète et comment je nourris cette relation avec mes fournisseurs. Puisqu'un achat responsable, il est aussi dans la manière dont on va traiter ses fournisseurs. Donc c'est une réponse un peu à multidimension, quoi. Tu es en lien de toute façon avec tous les services dans l'entreprise, que ce soit l'axe juridique
en même temps financier, puisque Mmh. c'est en lien avec les budgets et puis là, tu abordes, le comment je gère ou comment je traite, mon fournisseur, mais c'est aussi dans un aspect, DAF et comment je le paye. Et puis il y a aussi Exactement. cet Mmh. accès, market avec, quel type de prestat je choisis Oui, et pour quel, type de solution. Est-ce qu'elles sont réellement utiles ou pas, quoi? c'est clair. C'est un peu ça. Et alors quels sont les enjeux, selon toi, d'achat, responsable? Il y a des enjeux, bah, évidemment de la transition écologique, et sociale. Enfin, aujourd'hui, enfin, tu sais, on peut tous les citer, hein, les limites planétaires dépassées, la rareté des ressources, le fait que, en plus, en ce moment, on est dans un contexte, d'inflation avec l'augmentation des prix et cetera. Des enjeux, qui sont aussi liés, du coup, aux mêmes enjeux que la fonction achat, puisque dans un monde où il y a moins de ressources et un monde où elles sont plus chères, hein, pour pas que la fonction achat se retrouve, à être une fonction qui s'entrique au skilling comme ça peut être, pendant des années et qui pressurise ses fournisseurs, bah, les achats, doivent se transformer en achats responsables pour pouvoir répondre, aux enjeux du monde, en fait. Donc aujourd'hui, plus que juste, la maîtrise des risques environnementaux et sociaux, qui bien sûr doit être intégrée et qui sont des enjeux de la fonction, de réussir à se transformer en les intégrant. C'est aussi comment ces achats, ils participent à créer de la valeur, de manière à avoir un impact, positif, aussi bien sur l'environnement, que, en réduisant des matières ou en faisant autrement, en allant sourcer différemment et aussi, bah, comment faire en sorte, d'avoir un prix juste en fait, et de permettre, ben, à des fournisseurs de vivre correctement sans non plus, bien évidemment il y a toujours ce truc chez les acheteurs de vouloir négocier, Au le prix au maximum? maximum. Mmh. Enfin, en tout cas, pas au maximum, mais il y a souvent des objectifs, de performance financière et donc en conciliant des objectifs avec vraiment quelque chose de juste pour le fournisseur en face. Donc ça, c'est vraiment, un enjeu et puis un autre enjeu, c'est en RSE, on parle beaucoup d'intégrer, les parties prenantes et en fait, il y a un vrai enjeu de confiance et de collaboration avec, ses fournisseurs. Puisque l'acheteur, en fait, tout seul, il fait rien, il est vraiment en lien avec ses fournisseurs et il y a un vrai enjeu humain, en fait, à cette fonction pour la sortir d'une logique, on va parler après de critères, de procédures et cetera, mais ça doit pas être que ça doit aussi aller plus loin Et ce qui va dans la pérennité ensuite de la relation d'une part et puis la pérennité des entreprises qui potentiellement sont plus petites que, l'entreprise qui achète. Enfin, c'est de pouvoir, aider l'ensemble de la chaîne, mmh. le plus sereinement possible. Ouais, tout à fait, dans le Heu, respect des délais de paiement et faire en sorte que le fournisseur, bah, lui, soit payé dans les temps et puisse rémunérer aussi ses collaborateurs. Et d'ailleurs, il y a la charte des achats responsables à la base, qui a été créée par la médiation des entreprises qui a pendant la crise de 2008 pour inciter, bah, les grands groupes à faire en sorte de d'abord, travailler sur la relation fournisseur et les délais de paiement face aux défaillances, en fait, des PME et cetera. Donc, en France, c'est vraiment rentré par ce volet-là à la base. selon toi, quelles sont les orientations qu'un DG d'une TPE ou PME, devrait prendre en compte, pour aller dans ce sens des achats, plus responsables? Déjà, c'est un peu comme tout, je pense qu'il doit identifier ses enjeux. Qu'est-ce qu'il achète? Auprès de qui? Bien identifier, ben, son écosystème. Donc c'est lister Hem tous ses fournisseurs, ça commence, un peu Bah, comme ça ça? commence par savoir qui sont ses fournisseurs, où est-ce qu'ils sont situés, quels sont les enjeux environnementaux et sociaux qui peuvent, s'y attacher. Et puis voir aussi par rapport lui à, bah, sa stratégie, sa raison d'être ou les propres valeurs, ce qu'il défend, en fait, finalement, de se dire: «OK, est-ce que, quand je fais un achat, je suis congruent avec, ma stratégie RSE ou ma raison d'être? Et est-ce que, finalement, cet achat, il peut avoir un impact, négatif, sur mon écosystème et une partie prenante tierce? Et est-ce qu'il intègre bien, ben, des critères, positifs, enfin des critères positifs, en tout cas, des critères, environnementaux et sociaux et est-ce que quand il y a une décision qui est prise vis-à-vis d'un fournisseur ou d'un autre, est-ce que, ça sert bien, une vision du monde, qu'il voudrait pour ses enfants, par exemple?
d'avoir cette vision-là, parce que et d'avoir une vision aussi de est-ce qu'il applique à ses fournisseurs ce qu'il a envie que lui, on lui applique en tant que fournisseur. Donc, on parlait des délais de paiement ou de la manière dont il va interagir avec ses fournisseurs. Est-ce qu'il aimerait voilà, Être traité de la même façon. traiter de la même façon ou mieux. Ou comment optimiser les choses. C'est ça. Bah, ça dépend oui, ça dépend aussi ce qu'on veut dire par optimisation, mais comment améliorer en fait et faire en sorte d'être dans une vision positive en fait et de partenaire et pas juste de se servir comme ça peut être le cas dans une vision assez Old. old school de la fonction quoi. De la pressurisation comme tu as Ouais, voilà. dit tout à l'heure sur le côté achat. Avec peu de considération ou pas de considération. Enfin, on pense notamment au circuit de la grande distrib. Oui, c'est un peu vieux, ça quand même, c'est une vingtaine d'années. Ouais. En tout cas, je l'ai pas, honnêtement, je l'ai pas vraiment vécu dans les organisations dans lesquelles je suis passée, heureusement. Mais il y avait encore des fois des petites logiques bad cop, good cop. Et ça, vraiment, l'idée, c'est de sortir de ça pour aller vraiment vers une notion où on travaille en partenariat et on se discute entre clients et fournisseurs. Et alors justement, quand on pense aux différents rapports qualité, coût, délai, quels sont les éléments à ne surtout pas négliger? Ou alors tes critères que tu intègres dans un appel d'offres de fournisseurs? Alors si je fais un zoom peut-être un peu plus market com et non pas juste fournisseur d'énergie et de savoir si c'est de l'énergie verte ou des fournisseurs de LED ou de flotte automobile. Là, si je fais un zoom market com, quels seraient les critères à respecter? Bah, il y en a plusieurs. Ça dépend de quel type de prestation on parle. Donc, moi, j'ai acheté par exemple pas mal de prestations au niveau d'agences de communication ou d'agences digitales. L'idée, ça va être de mettre des critères sur le nombre de collaborateurs qui ont été formés à l'éco-conception, à l'accessibilité. Mettre des critères obligatoires si on développe un site web sur l'accessibilité numérique de ce site. Voir est-ce qu'il est de mettre des critères sur l'hébergement, d'avoir des hébergements plutôt divers. On peut mettre aussi des critères sur tout ce qui est lié, si on va travailler par exemple dans l'événementiel, à tout ce qui est normes. Est-ce que pour l'événementiel, est-ce que ça suit la norme 20 121 Est-ce que si on va acheter des campagnes avec de l'impression, est-ce que les papiers sont bien issus de sources renouvelables, etc. Et puis il y a aussi un sujet lié au greenwashing des campagnes et à la responsabilité de la campagne quand on achète de la com. De se dire est-ce que ma campagne elle sert une vision du monde qui va entre guillemets dans le bon sens, donc je mets des guillemets. Quand on fait un choix, je pensais l'autre, je sais pas si c'est peut-être un peu peut-être hors sujet, mais je passais dans le métro la dernière fois et je voyais une publicité pour plateforme de livraison qui d'ailleurs s'est fait épingler pour les pratiques de droits humains avec de violation des droits humains de populations notamment immigrées qui proposait en fait de commander et de fidéliser ses clients en commandant encore plus de burgers. Et à côté de ça, la pub d'à côté, c'était une plateforme en ligne et le message, c'était l'important, c'est de gagner. Est-ce que ces messages-là, en fait, ça sert la transition, en fait? Est-ce qu'on peut essayer si on doit utiliser et qu'on décide d'utiliser ces produits, est-ce qu'on peut essayer de proposer une autre vision? Donc c'est aussi s'assurer que les créatifs aient bien été formés à ces enjeux de transition et de transition, mais aussi de biais sur les genres, d'alimentation, tous les sous-sujets en fait. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet sur la formation des équipes dans les agences, sur les procédés, ensuite de la conception d'un événement site web. Donc est-ce qu'il y a bien de l'éco-conception qui est faite? Et puis après, si on doit acheter des goodies, s'assurer de la traçabilité, s'assurer qu'il y a bien eu des audits sociaux, etc. Donc ça, c'est sur le fond. Et puis après, sur la forme, il y a d'autres, c'est pas tant des critères, mais c'est plus une manière de faire où il y a des associations qui ont inventé des chartes pour bien lancer un appel d'offres et faire en sorte d'avoir un impact, de réduire son impact négatif.
vis-à-vis de l'écosystème même des agences. Donc, l'Union des annonceurs et la ACC, j'ai oublié je sais pas si toi tu connais. Définition de l'acronyme. Ouais, de la définition de l'acronyme. On lançait, ça remonte un peu maintenant, une initiative qui s'appelle la Belle Compétition et qui incitait en fait, je pense qu'elle est encore valable, qui incite les marques et les annonceurs à faire en sorte de lancer des compétitions justes vis-à-vis de l'écosystème des agences, qui sont beaucoup de petites PME, qui travaillent aussi avec énormément de freelance, etc. Donc, par exemple, laisser des délais suffisants dans les agences, être transparent sur les budgets ou les fourchettes budgétaires, pour pas que l'agence, elle bosse et pour rien, en fait, parce qu'elle est à côté de la plaque en termes budgétaires, de faire en sorte de rémunérer les agences quand il y a des créas qui sont proposées, ou d'autoriser la réutilisation dans le secteur d'une créa proposée qui n'a pas été retenue pour un appel d'offres. Enfin, ce genre de choses. Et ça, c'est aussi un mindset à avoir côté annonceur qui va plus loin que la mise en place de critères. Et les annonceurs sont pas encore tous informés de ces démarches-là, ou en tout cas, ils attendent des critères ou différents retours de propositions dans les soutenances avec plein de créas, etc. Enfin, moi, je l'ai encore vu il y a pas longtemps, alors qu'il y a vraiment du taf, du temps qui derrière sera pas rémunéré. Donc effectivement, c'est un peu en train de changer encore dans cette démarche-là d'agence et d'annonceurs. Donc c'est plutôt pas mal. Là, dans l'exemple que tu as cité sur la pub, c'est un vrai questionnement que tu lances avec. Tu ouvres la porte auprès de la RATP et de la régie publicitaire de la RATP en disant comment est-ce que vous choisissez vos pubs qui sont affichées dans le métro, ou en tout cas comment elles sont affichées aujourd'hui. Et je suis sûre que demain ou dans 5 ans ou dans 10 ans, on se dira mais comment est-ce qu'on a pu encore mettre des pubs comme ça en 2020, 2023, alors que ça va un peu à l'encontre. Je pense qu'ils ont des engagements en plus dans ce sens, donc ça a dû passer à la trappe. Ouais, c'est passé à côté. Bref, donc on ne citera pas les marques des annonceurs qui étaient dedans, mais c'est un message pour la RATP. Donc aussi bien pour s'il y a une personne qui est dédiée aux achats, ou alors sinon si on est dans une plus petite structure et c'est le responsable ou le directeur market qui va gérer ces critères-là. Et ensuite, quels sont les KPI, les indicateurs à suivre? Déjà, il faut que ces critères ils soient importants. C'est-à-dire qu'en gros, si dans les grands groupes en général, on met des poids. Et donc, en général, on aime bien dire qu'il ne faut pas que la RSE ou les critères RSE soient en dessous de 20% ou 10%. Il faut que ce soit significatif dans le choix, que ça puisse vraiment peser. C'est pas juste là pour faire. Si c'est pour faire du joli et que ce soit juste une procédure, ça sert à rien. Donc, Et ça, tu vraiment... sens que ce virement ou ce poids au niveau de la RSE a été pris en compte il y a combien de temps? Et est-ce que tu penses que ça va encore augmenter sur les années à venir? Moi, j'ai vu l'évolution dans ma carrière d'acheteuse parce que il y a au tout début, donc il y a une quinzaine d'années, il y en avait soit pas, soit c'était moins de 2-3%. Enfin, on commençait un peu léger et je suis allée jusque 20% dans mes appels d'offres. Il y a même des fois où ça a été d'abord le critère RSE, notamment sur le papier, qui avait pesé en premier lieu, où on avait justement fait les audits RSE avant de faire les enchères. Enfin, bref, donc c'était vraiment une logique inversée. Donc je pense que ça bouge. En plus de ça, maintenant, avec la loi AGEC et la loi climat et résilience, les collectivités locales vont devoir s'y mettre. Donc les achats publics bougent énormément. Voilà, il y a des clauses environnementales qui sont obligatoires maintenant dans les appels d'offres. Donc oui, on va dans le bon sens. Après, c'est sûr que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on est aussi dans un mouvement où il y a une augmentation des prix. Donc jusqu'où ça peut aller, T'as pas encore cette vision-là? J'ai pas cette vision. En fait, il y a des indicateurs de mesure de mise en place de la démarche. Où on peut se dire, au niveau d'une équipe, est-ce que mes acheteurs sont bien formés aux achats responsables ou ont été à minima sensibilisés. Donc ça peut être un type d'indicateur. Et puis après, il y a surtout des indicateurs au-delà des indicateurs de mesure d'avancement et de déploiement. C'est plus d'aller regarder combien j'ai de fournisseurs qui font partie du secteur
de l'économie sociale et solidaire? Est-ce que j'ai des fournisseurs qui sont des entreprises à but d'emploi? Est-ce que j'ai du secteur adapté au sein de mes fournisseurs? Pareil, quand on va acheter des produits spécifiques, est-ce qu'ils sont bien labellisés? Enfin, regarder le nombre de produits sur un catalogue de goodies, par exemple, bon, même s'il ne faudrait pas en acheter, ça c'est ma vision. Au pire des cas, regarder si c'est labellisé ou à minima produit localement. Et puis essayer de regarder aussi les volumes confiés au secteur de l'ESS. Ça peut être aussi sur le numérique, il y a d'autres critères aussi sur le pourcentage de matière recyclée intégrée dans un produit ou autre. Enfin, il y a une pléthore en fonction des catégories de critères qu'on peut suivre, quoi. Et là, c'est le travail en binôme avec l'équipe market sur l'analyse du cycle de vie du produit, du coup le cercle vertueux du produit en disant voilà, quelles sont les matières premières, d'où ça vient, quels sont les composants de mon produit, ou si je suis sur un service, de quoi j'ai besoin pour réaliser ce service, et de se dire comment on peut le rechallenger, l'optimiser, changer, recycler, utiliser des matières un peu différentes, et donc faire en sorte que l'équipe achat retravaille aussi cette dimension-là et se rechallenge sur ce qui peut l'être pour être dans une boucle plus vertueuse. Oui, en fait, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais un achat responsable doit prendre en compte l'intégralité des étapes du cycle de vie. En fait, c'est tellement évident, mais c'est dit. c'est bien de le redire quand même. Donc, effectivement, sur l'amont, vraiment l'amont, ce qui est important, c'est de regarder est-ce qu'on traçabilité sur les produits, et jusqu'où c'est remonté au niveau de la chaîne. Est-ce qu'il y a une démarche sur les droits de l'homme qui a été mise en place? Est-ce qu'il y a une cartographie des risques? Sur le sujet matière, d'où viennent les matières? Donc ça, c'est lié à ce sujet-là. Et donc c'est là où on peut regarder s'il y a bien des certifications. Et après, sur chaque étape, on peut travailler sur la matérialité finalement de l'étape du cycle de vie, donc en matière évitée. Alors là, en ce moment, la grande tendance, c'est calculer le scope 3 en termes de CO2. C'est intéressant. Ça permet de rentrer dans les engagements des grands groupes sur la décarbonation d'un portefeuille d'achat. Pour les petites entreprises, c'est un peu plus compliqué parce que ça coûte cher de se former à calculer son bilan carbone ou son empreinte carbone. Donc c'est aussi regarder finalement comment on peut travailler sur des matières qui soient plus simples, des monomatières, des produits qui soient réparables. On peut aussi au-delà de mettre en place des critères, intégrer dans des cahiers des charges, s'assurer en fait que son produit va pouvoir durer dans le temps. Alors c'est moins dans le cas, là quand je parle de ça, j'ai en tête le numérique. Parce que comme tu l'as dit, on s'est rencontrés à la maison d'informatique responsable et on traite beaucoup du numérique et donc comment allonger en fait la durée de vie d'un équipement informatique. En marketing, on est plus dans de l'instantanéité, c'est plus difficile d'aller travailler sur ces sujets. Mais l'idée, effectivement, c'est bien d'avoir en tête la durée de vie et de faire en sorte d'allonger la durée de vie de ce qu'on achète, quoi. Après, on peut imaginer tout à fait d'augmenter la durée de vie d'un produit qui soit pas numérique, mais je pense, t'achètes une bougie, elle est dans un emballage qui dure, un peu un petit pot, et qui fait en sorte qu'ensuite ton pot, tu remets un peu de la terre, tu refais replanter, ça te sert de pot à crayon. Enfin, on peut très bien imaginer et repenser complètement son offre par rapport à ça, pour qu'elle soit durable. On peut aussi ne pas avoir de pot. Oui, bien sûr. Et donc, en fait, c'est ça aussi, on avait la discussion sur les goodies. Et, sur l'emballage ou le suremballage. Il y a aussi ces notions-là. Et c'est de se dire, dans la notion du juste besoin, de dire en fait à quoi ça va me servir. Et sur les achats responsables, il y a vraiment cette notion-là. Et en fait, des fois, le meilleur achat, c'est le non-achat. Et c'est un peu bateau de dire ça, mais en tant qu'acheteur et ancienne acheteuse qui était des fois objectivée sur mon périmètre d'achat et le nombre d'achats que j'allais faire,
Il y a aussi un vrai enjeu, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais à faire en sorte de pas, de faire attention à moins acheter de manière à préserver les ressources et pas acheter n'importe À quoi. pas Et surconsommer. pas surconsommer, voilà. Donc Ou quand on est consommer moins. en B2C, on essaye de consommer moins mais mieux. Bon, bah, quand on fait des achats, finalement, c'est aussi la même chose. Ouais, Essaye d'acheter, moins mais mieux. exactement. C'est un peu ça aussi. Alors tu l'as évoqué, tout à l'heure et j'aimerais, qu'on revienne dessus, sur cette notion de droit humain. Finalement, c'est aussi un nouvel axe pour toi, qui est assez fort et auquel tu tiens beaucoup, sur cette notion de comment on arrive à intégrer, ces droits, humains dans les achats. Déjà, les droits humains, qu'est-ce que c'est quand on parle de droits humains dans la chaîne d'appro? Donc, c'est faire en sorte que les populations qui fabriquent soient dans des bonnes conditions de travail décentes, aussi bien au niveau des matériaux qu'elles manipulent que de leur salaire. Est-ce qu'elles sont dans des conditions de travail décentes? Est-ce qu'elles sont dans un système qui est proche de l'esclavage moderne ou pas, ou des conditions de travail forcées? Il y a tout le sujet lié aux populations qui vont d'un pays, qui voyagent d'un pays à un autre pour aller travailler. Donc, quand on fait des achats responsables, on doit s'assurer en fait que les personnes qui ont travaillé, les travailleurs de la chaîne, soient bien rémunérés et travaillent dans des conditions de travail décentes. Pour moi, il y a plusieurs volets. Il y a le volet d'abord plutôt pour les grands groupes, mais ça va aller après avec les différentes lois. Il y a différentes lois, différents standards qui s'appliquent aujourd'hui aux multinationales, qui visent à obliger les entreprises à mettre en place ce qu'on appelle le devoir de vigilance, donc à cartographier leurs risques, regarder quand il y a un achat, où est-ce que on achète, dans quel pays, est-ce que c'est des pays qui sont à risque ou pas, est-ce que c'est des pays sur lesquels est-ce qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre, est-ce que c'est des femmes, est-ce qu'il y a une forte intensité manuelle ou est-ce que des machines, enfin voilà, on regarde tout ça. Donc ça, c'est important en tant qu'acheteur déjà de bien comprendre quand on achète comment le produit est fabriqué et quel est le niveau de sous-traitance. C'est le premier volet et donc pour ça, peut faire une cartographie des risques, etc. Après, il y a tout un volet procédural avec des procédures, des audits, aller vérifier voilà, concrètement faire des audits sociaux, vérifier les niveaux de santé et sécurité au sein des entreprises chez qui on achète ou les fournisseurs, récupérer les certificats. Donc tout ça, c'est obligatoire de mettre en place un plan de vigilance pour les grands groupes qui intègrent ces différentes logiques, un peu le procédural. Donc, et de mettre en place aussi, c'est aussi important pour ces grands groupes de mettre en place des mécanismes d'alerte pour que les travailleurs de la chaîne puissent alerter s'il y a des exactions, des violations des droits humains dans l'usine. Et après, quand on est acheteur, soit on est dans un grand groupe et là, il y a toute cette procédure qui existe. Si on est dans une PME et que c'est beaucoup plus compliqué, c'est juste, ça va être de demander à ces fournisseurs, est-ce qu'ils ont mis en place, Des est-ce qu'ils audits ont mis en sociaux, place des audits sociaux, est-ce qu'ils ont mis en place un mécanisme d'alerte ou des mécanismes de dialogue en fait avec les travailleurs de la chaîne, comment sont rémunérés et comment sont recrutés les travailleurs, est-ce qu'il y a des programmes et après sur certains sujets, est-ce qu'il y a des programmes avec des ONG ou est-ce que l'entreprise elle participe à des initiatives sectorielles? Il y a pas mal d'entreprises qui travaillent sur des programmes living wage, sur le travail décent. Un exemple que j'aime bien citer, c'est Fairphone. C'est Agnès Crépé qui en parlait justement dans une conférence auquel j'avais participé avec Mir, et ce qui expliquait en fait comment ils avaient mis en place avec des ONG locales sur une chaîne d'approvisionnement, sur la chaîne de fabrication des Fairphone, un questionnaire vis-à-vis des ouvrières et comment finalement elles s'étaient rendues compte qu'en augmentant un tout petit peu le salaire et en se partageant une enveloppe avec un système de tontine, en gros elle expliquait comment elle avait mis en place un système de salaire décent sur la chaîne de fabrication du smartphone. Et donc ça va être une logique
assez intéressante d'aller travailler en direct sur le terrain avec des ONG pour faire en sorte que les travailleurs puissent en fait avoir un salaire décent, ou après ça peut être aussi s'assurer qu'il y ait bien, si on est sur les goodies marketing, bah, s'assurer qu'il y ait bien eu des audits sociaux, qu'il y ait bien des équipements de protection individuelle, qu'il y ait des normes comme la norme ISO 45001, ouais. 45001, voilà, soient bien mises en place, etc. Ou SA2000. Et alors là, dans les exemples que tu as cités avec les problématiques de droits humains, il y a beaucoup l'international. Est-ce que il y a un intérêt de choix stratégique? Alors, tu l'as un peu abordé tout à l'heure sur le critère de la localisation, mais finalement, est-ce qu'on devrait être que avec des fournisseurs et fabricants franco-français? C'est quoi la limite au final? Bah, la limite, je pense qu'on la connaît tous, il y a un problème d'industrie, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup délocalisé, donc il y a des compétences qu'on n'a plus. Et il y a un sujet aussi de coût qui, malheureusement, est pas encore assez pris en compte dans les appels d'offres et dans même notre rapport à la consommation. On n'est pas encore prêt à payer le triple pour un produit si jamais il pouvait être fabriqué en France, quoi. Pour moi, c'est pas un sujet est-ce que c'est fabriqué en France ou c'est fabriqué à l'étranger. Il y a des sujets, il y a des industries, on parlait des responsables, bah, aujourd'hui, ou des migrés, bah, ça va être compliqué d'assurer une transition. On a besoin de transition. Donc, en fait, aujourd'hui, comment on achète responsable ces migrés de transition et comment on fait que bah, des mineurs, des creuseurs artisanaux récupèrent une partie, on en parlait quand on est ensemble, donc récupère une partie de la valeur ajoutée qui est créée sur ce. Donc je pense que c'est plus une notion de comment on fait pour que ce soit juste vis-à-vis des populations et que ça leur serve, que ce soit fait en France ou à l'international. Moi, à la base, j'ai un diplôme, c'était BTS Commerce International. Donc je fais partie de cette génération qui a cru à la mondialisation et qui ne voyait encore un autre point commun. Voilà. Je savais pas ça. Et donc, en fait, j'aime voyager, j'aime être en contact des cultures, et qu'on importe une partie de ce qu'on achète, ça te choque pas. Ça me choque pas. Après, c'est ne pas retomber dans un système où on va aller exploiter ces populations, en fait, et qu'il y a un partage de la valeur. Et donc, pour moi, c'est ce sujet-là. Et après, il y a le sujet en fait, des normes. C'est que quand on achète, on parlait des t-shirts ou des hoodies, etc., quand on achète quelque chose qui est fabriqué à l'autre bout du monde, dans des conditions, dans des usines où effectivement les travailleurs sont mal payés, il n'y a pas de santé sécurité, j'ai pas envie d'aller participer à ça. Par contre, je pense qu'effectivement, quand on réintègre les coûts environnementaux, les coûts sociaux, et si on revient si on prend en compte l'ensemble du cycle de vie et qu'on regarde vraiment les coûts cachés, un peu à ce qu'a fait ces petits patrons sur le lait, ou ce que font des marques comme 1083 sur le textile, où on essaie de relocaliser. Bah, si on travaille comme ça, là, à ce moment-là, ça va me sembler pertinent, oui, d'acheter en France parce qu'on va être sur un prix qui est correct. Mais la notion du Made in France versus délocalisation. Le débat n'est pas là. Ouais, j'ai du mal à. Ouais, mais c'est pas de souci, ça me va bien aussi. Puis cette notion de prix juste, c'est aussi du market, hein. Il n'y a pas que les goodies dans le market. Oui. La notion du prix fait partie des éléments de marketing mix. Le prix juste et intégrer tout cet ensemble, ça fait partie aussi d'une stratégie market en amont qui est importante. Et ça, j'en parle dans mon deuxième épisode sur le marketing mix, justement, avec les 4 P et les autres. Ok, est-ce que tu as d'autres points que tu aurais voulu évoquer sur ce vaste sujet des achats et des droits humains? Ou est-ce qu'on passe à ma partie avec les questions classiques que je pose à mes invités en fin de session? Allez, on peut passer à la Allez, suite. passons à la suite. Alors, tu sais que mon podcast, et mes auditeurs commencent à le savoir aussi, se nomme Marqueur, M-A-R-K, du marketing, et le EUR, O-E-U-R du cœur, qui aborde le marketing durable, marqueur de la bonne santé des entreprises. Et parce que quand on fait du marketing avec le cœur, on embarque tout le monde de façon plus durable. Ça t'inspire quoi? Moi, j'ai appelé ma société MK.
dans l'idée aussi de prendre soin et donc je pense qu'effectivement dans toute démarche de transition, il y a une démarche aussi un peu personnelle et donc je trouve que c'est assez inspirant en fait de se dire que on peut à la fois avoir des convictions donc prendre soin ou travailler avec cœur, etc. et les mettre au profit de l'entreprise. Et la semaine dernière, donc j'étais au Mouvement Impact France, il y avait une conférence de Dominique Steller qui a fondé une chaire UNESCO à Grenoble École de Management, une chaire avec l'UNESCO, une chaire sur l'économie de la paix. Et justement, lui, il posait la question est-ce que on peut créer de la valeur sans créer de violence? Et il prônait en fait le fait d'essayer d'être en cœur à cœur dans les décisions qu'on prend au niveau de l'entreprise, pour justement avoir des décisions qui permettent d'être alignées avec soi-même et ce qu'on voudrait de bon pour le monde. Donc et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la raison d'être et puis comment prendre des décisions, c'est que finalement, si on prend des décisions un peu moins avec sa tête et peut-être plus avec son cœur, même si on reste dans une logique d'entreprise et qu'on écoute ces petites voix-là, ça permet aussi à un moment donné de savoir ce qui est bon ou pas sans tomber dans un bisounours, Dans un monde de bisounours. J'allais prendre le même exemple. Mais voilà, voilà. Donc je trouve ça inspirant. Ok, merci pour cette inspiration. En tout cas, c'est un peu le but aussi de ce podcast, de pouvoir inspirer, sensibiliser et penser différemment. En tout cas, apporter cette petite touche humaine, écologique, sociale, environnementale. Et justement, est-ce que tu as un éco-geste que tu aimerais partager et que tu conseillerais peut-être aux auditeurs? Ouais, alors je me marre parce qu'en fait, j'ai dit que c'était pas un monde de bisounours et mon éco-geste. C'est un peu. Donc je pensais en chez Responsable, on parle beaucoup de l'acronyme BISOU, Ouais. qui Alors pour est ceux assez qui connu, connaissent pas, hein. Ouais, c'est assez connu. Donc c'est un acronyme qu'on utilise beaucoup. Donc c'est pas se faire des bisous. C'est chaque lettre en fait représente un réflexe à avoir dans son rapport à la consommation pour éviter le consumérisme et de tomber dans les achats compulsifs ou les besoins artificiels. C'est valable à titre perso, mais ça on peut l'adapter au niveau pro aussi. Donc j'aime bien des fois le citer en cours ou en formation. Donc le B c'est pour besoin. Donc je vais dire est-ce que j'en ai vraiment besoin, quel est mon juste besoin. Le I c'est est-ce que c'est quelque chose dont j'ai besoin immédiatement ou pas? Est-ce que je peux différer mon achat? Ça permet de laisser un temps, des fois, de dire peut-être pas et de voir les choses autrement ou d'emprunter, de voir si on peut faire différemment. Semblable pour le S, est-ce que, donc là, ça rejoint la notion de fonctionnalité. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet ou de cette prestation? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui permet de le faire? Là, on est dans le numérique responsable. Typiquement, c'est le téléphone, supprimer les téléphones pour être en softphonie, par exemple. Donc ça va être des choses à faire. On a beaucoup parlé de traçabilité. Enfin, j'avais pas forcément employé le mot, mais le O, c'est pour origine. D'où vient mon produit? Où est-ce qu'il a été fabriqué? Est-ce que je suis dans un pays qui respecte les droits humains ou les viols, typiquement? Est-ce que donc ça, c'est d'où ça vient? D'où ça provient? Et puis, le U, c'est pour l'utilité. Je pense qu'on l'a un peu évoqué aussi. Est-ce que finalement ce produit va m'être utile à moi et à la société et est-ce que c'est du primordial? Donc, c'est avoir ces petits réflexes-là. Et puis, pour ceux qui n'arrivent pas à avoir ces petits réflexes-là, c'est un peu comme le réflexe Yuka, mais version sans appli, quoi. Voilà. Ok, merci pour cet éco-geste et cet acronyme. Bisous. Est-ce que tu penses à un invité que tu aimerais que je convie à un prochain épisode de Marqueur? Ouais, j'ai pensé à un ami que j'ai rencontré au Schumacher College, qui est d'ailleurs un super lieu, on va aller voir sur la transition écologique, qui est situé à Totnes, dans la ville en transition, c'est au UK, enfin c'est au Royaume-Uni, qui s'appelle Maxime Barluet de Beauchesne. Et lui, il travaille beaucoup sur justement questionner toute sa raison d'être, questionner ses valeurs, comment je peux mettre mes valeurs
au profit de l'entreprise, tout en me respectant ce qui vient de mon cœur, on est dans marqueur, et respecter mon rythme. Et j'aime beaucoup son travail, donc C'est une bonne idée. ça peut être une bonne Un idée. bel axe. Voilà. Bon, super. En tout cas, merci beaucoup, Marion. Je pense que là, on y voit un peu plus clair sur les achats responsables et quelles sont les bonnes pratiques à adopter, les critères, les indicateurs à suivre, éviter, former. Hein, tu as pas mal parlé de formation, de sensibilisation de l'ensemble des équipes et d'être alerté sur tous ces points-là. Évidemment, l'axe droit humain, c'est pas que ce que l'on voit et le contact que l'on a avec l'interlocuteur en direct, mais c'est aussi de savoir tout ce qui se passe derrière, tout ce qui est caché ou ce qui se passe dans d'autres pays. Donc, c'est d'être vigilant sur toute cette partie-là. Et il y a 2 choses que je veux vraiment réinsister, sur lesquelles je pense que j'ai pas forcément super insisté. C'est le fait que c'est vraiment important, là, on était vraiment en contexte de PME, mais vraiment important, en fait, que ce soit aligné avec toute la stratégie de la boîte, de manière à ce que ce soit pas des achats responsables à côté, mais que ce soit intégré et que ce soit vraiment porté par le patron et que les objectifs des acheteurs soient les mêmes que les objectifs Des de transition commerciaux, et des prescripteurs internes. Et vraiment, je voudrais réinsister sur l'aspect, du coup, collaboration avec son prescripteur interne, avec qui a les budgets et qui, au final, va décider. J'ai pas assez parlé d'eux, parce que c'est quand même, c'est quand même eux qui mènent aussi la barque, c'est un travail d'équipe. Et vraiment, le gros travail de confiance, de dialogue avec ses fournisseurs qui permet de faire bouger les lignes. Eh ben, c'est parfait. Sur cette prise de parole et en tout cas sur cette valorisation des achats en binôme avec le market, les décideurs ou les décisionnaires ou ceux qui ont les budgets. Merci infiniment, Marion. Merci Diane, merci beaucoup pour ton accueil. À bientôt. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast Marqueur. J'espère que les propos de mon invité vous ont inspiré. Si vous avez apprécié ces échanges, n'hésitez pas à vous abonner à Marqueur et à liker l'épisode. À très vite.